Ok, très bien. Bienvenue donc dans cette étape. On a vu toute la théorie, toute la méthodologie, on a tous les outils qu'il nous faut pour commencer. On a les étapes en tête, vous avez votre infographie. On va se lancer maintenant dans deux cas pratiques. Un premier cas pratique avec un ordinateur sous Windows 10. Je vous présente donc le PC en question. C'est un Acer Aspire ES15. C'est un ordinateur qui m'a été confié en me disant, l'utilisateur, le client me dit, il est très lent, il est très lent, j'en ai marre, je voudrais en changer ou je voudrais faire quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc on va voir ensemble comment le reconditionnement peut permettre de réparer cet ordinateur qui est très lent. Donc pour ça, premièrement, on peut d'ores et déjà regarder sur l'ordinateur et s'assurer. Ici, on a une étiquette, on va avoir déjà les caractéristiques. On voit que c'est un Intel Celeron. Donc, il faut savoir que le Celeron, c'était un cousin du Pentium et que donc, c'était un Pentium un peu amputé, hein, c'est-à-dire un Pentium qui ne fonctionnait pas très rapidement, donc processeur Intel d'ancienne génération. Et donc, le Celeron, c'est normal, c'est pas un processeur qui est très rapide hein, de base. Mais par contre, si au début il avait cet ordinateur et qu'il s'en plaignait pas, c'est que la vitesse du Celeron était suffisante. Par contre, on voit ici qu'on a un HDD, donc on a un disque dur de 500 Go et on a de la RAM de 4 Go. Alors 4 Go de RAM, c'est très bien pour Windows 10, hein, ça suffit largement pour faire tourner un Windows 10. Mais par contre, là, ici, on voit que le maillon faible, une fois de plus, ça va être le disque dur. C'est un disque dur HDD, donc mécanique, à 500 Go. Donc maintenant, pour ne pas faire que de la théorie, on va prendre notre chronomètre et puis on va lancer le démarrage du chronomètre et on va lancer également l'allumage du PC et on va regarder le temps qu'il met pour arriver sur le bureau. Donc, allez, je démarre. Lancement du PC. Alors pour moi, c'est pas compliqué. Un PC qui n'arrive pas à arriver sur le bureau en moins de 2 minutes, c'est un PC qui est lent. Et quand je dis 2 minutes, c'est plutôt entre 1 minute et 1 minute 30. Donc s'il fait plus de 2 minutes, pour moi c'est un PC qui est lent. Donc là on voit que le BIOS a bien démarré et là il commence à charger la session. Donc c'est maintenant qu'on va voir le temps qu'il prend. Donc on est déjà à 30 secondes. Alors attention, quand vous faites ce test-là, l'utilisateur chez lui, il fait ça tous les jours. Donc lui, il va vous dire que c'est lent parce que entre les moments où c'était plus ou moins rapide et les moments où c'était très lent, de moyenne, il constate que c'est de plus en plus lent. Donc posez-lui la question hein, de savoir au niveau de l'information, est-ce qu'il est tout le temps lent ou pas? Parce que s'il y a des mises à jour, par exemple, c'est normal qu'il soit lent au démarrage. Mais si c'est tous les jours qu'en fait il est lent, donc là, c'est plus un problème de mise à jour Windows, c'est bien le PC qui est lent. De toute façon, il ne va pas vous emmener le PC, ou on ne va pas vous confier de PC simplement parce qu'une fois il était lent. Quand les gens vous confient leurs PC qui sont lents, c'est qu'ils en ont fait l'expérience sur plusieurs jours. Donc là, on voit qu'on a 1 minute 15. Donc déjà, pour moi, là, il aurait déjà dû démarrer. Hein. On devrait déjà être sur le bureau. On le verra de toute façon, une fois qu'on aura réparé, on fera le même test sur ce PC et vous verrez la différence. Hein. Donc ici, j'ai déjà une idée du diagnostic. Hein. Comme je vous ai dit, 99% des pannes sont réparables par le reconditionnement, c'est-à-dire par le changement du disque dur avec l'installation au propre d'un nouveau Windows. Donc ici, je sais qu'on est sur quelque chose de lent et qu'on va très certainement pouvoir faire quelque chose. Donc là, on vient d'arriver sur le bureau, on est presque à 2 minutes, 1 minute 53. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est sur le bureau que le PC est accessible, parce qu'il faut que ça charge également tous les éléments qu'il y a ici. Donc pour ça, vous allez venir avec votre souris, vous allez la bouger, vous allez vous mettre en bas, vous allez faire un clic droit sur la barre des tâches et vous allez venir cliquer sur gestionnaire des tâches ici. Donc on a vu qu'il a mis pratiquement 2 minutes, hein. On va arrêter le compteur ici, on a vu qu'il a mis pratiquement 2 minutes et là on va venir dans le gestionnaire des tâches et dans le gestionnaire de tâches vous allez cliquer sur performance. Et performance, ça va nous donner des informations complémentaires sur l'état des composants internes du système. Donc, dans performance ici, la première chose qu'on va constater, c'est que le processeur ici, il tourne à 53%, à 100%, 100%, 41%. La mémoire ici, qui est de 4 Go, elle est à moitié sollicitée. Le processeur, il est
En dents de scie, c'est normal, le système se lance et puis c'est un Celeron comme on a dit. Donc il faut qu'il envoie tout le pâté pour pouvoir répondre, mais il plafonne pas à 100% ici. Il est sollicité, voilà, et même il est en train de redescendre ici. Et par contre, regardez le disque dur. Depuis, le disque dur, lui, apparemment donc marque Toshiba, disque dur HDD, donc disque dur ici mécanique, on voit qu'il plafonne, il vient taper ici à 100% de sollicitation. Donc ça, c'est un indicateur qui nous dit, attention, c'est pas normal qu'un disque dur vienne frapper ici sur les plafonds à 100%. Si on ne lui demande rien et qu'il y a juste un Windows qui tourne, il doit tourner en bas régime ici. Il doit être entre 20 et 30% grand maximum. Et encore, s'il y a des tâches, des services qui s'exécutent en tâches de fond, qui le sollicitent. Sinon, rien de bien important. Donc là, on a l'information suivante, c'est qu'on a bien un disque dur mécanique, donc dans le PC. On a bien un temps de démarrage qui est aux alentours de 2 minutes, ce qui est beaucoup pour un utilisateur. Et puis là, manifestement, il a bien réagi ici, mais très certainement que si on vous l'apportait, c'est qu'il est très lent d'habitude. Donc c'est plus de 2 minutes et c'est certainement parce que, je pense, le disque dur est ancien. De toute façon, les composants qu'on ne peut pas remplacer, c'est le processeur, c'est la carte mère, on va pouvoir mettre la batterie, mais ça ne va rien changer au niveau des performances, hein, c'est juste ça va donner de l'autonomie. Et puis éventuellement mettre de la RAM pour la mémoire de travail. Mais réellement ici, quand vous êtes dans un cas comme ça, vous pouvez vous dire à 100% qu'une fois qu'on aura mis un nouveau disque dur, qui est 20 à 50 fois plus rapide, hein, je vous le rappelle, que le disque dur mécanique, on va tout de suite avoir un gain au niveau de l'ensemble de la vitesse de l'ordinateur qui sera rien à voir, c'est ce qu'on va comparer tout à l'heure. Ok, donc là j'avais arrêté les compteurs à 2 minutes 29, 2 minutes 30 quand on est arrivé sur le bureau avec une réaction de la souris. Donc maintenant qu'on a fait notre diagnostic, on sait que le Windows, en fait, il fonctionne, que le processeur fonctionne, que l'ordinateur démarre, on n'a pas de problème d'alimentation, même si la batterie est manifestement ancienne, ce qui fait qu'elle couine un peu là quand je bouge ici mon chargeur universel. Voilà, il ne fait pas bien contact. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième étape. On va regarder pour la récupération des données. Donc on vient de faire notre diagnostic pour confirmer qu'on peut bien reconditionner ce PC. On va regarder pour les données à récupérer. Alors pour les données à récupérer, vous allez venir ici dans l'explorateur. Vous allez aller sur ce PC. Et ici, vous voyez la taille totale, c'est bien le 500 Go, donc qui a été confirmé, qui est confirmé ici de visu, 464 Go, hein, qui est reconnu puisque c'est jamais le 100% du disque qui est reconnu par le Windows. Et à côté de ça, si je vous rapproche, vous voyez qu'ici, l'utilisateur, il y a 400 Go de libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, sur les 464 Go, il y a 400 Go de libre, donc ça veut dire qu'il n'y a que 64 Go qui est actuellement utilisé par le Windows et par l'utilisateur. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Donc dans ces cas-là, vaut mieux privilégier la récupération des données comme on va le voir directement avec un ordinateur qui réagit, ma foi, lentement mais assez bien. On va essayer de récupérer les données du client. Alors les données du client, on va aller voir dans Bureau déjà. Ok, on n'a pas grand-chose dans Bureau. On va revenir sur Documents maintenant. Documents, on n'a rien. Images, on n'a rien dans Images. Musique, on n'a rien dans Musique. Objet, 3D, ça compte pour rien ça. Téléchargement, bon là on a plein de trucs qui se baladent. Et puis vidéo, on n'a rien. Donc ce qu'on va faire, on va procéder ici à la récupération directe des données parce que l'ordinateur réagit bien sur notre disque dur externe de sauvegarde. Donc je prends mon disque dur externe, je le branche et donc maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de données à récupérer, on va passer à la deuxième étape qui est la récupération, donc l'étape préliminaire, la récupération des données, parce que ça sera plus rapide de le récupérer comme ça, plutôt que d'extraire le disque dur, de le mettre sur notre SATA IDE USB adaptateur pour pouvoir les sortir sur notre ordinateur de travail pour ensuite les réinjecter dans l'ordinateur. Ici, on va les mettre directement sur notre disque dur externe parce qu'on sait qu'on va être plus rapide en termes de temps. Donc on le voit dans la prochaine vidéo. Ok, donc on s'était dit qu'on allait tout récupérer sur notre disque dur externe. Donc ce qu'on fait, on branche notre disque dur externe
au port USB bleu ou de couleur par rapport aux autres ports USB. Ce sera le port USB le plus rapide, surtout sur des ordinateurs d'ancienne génération. Les ports USB 3 étaient de couleurs différentes que les ports USB classiques. Donc petite astuce, mettez toujours votre disque dur ou votre clé USB de récupération sur le port USB de couleur. Bien, il a ouvert notre disque dur ici. Regardez la technique que je vais utiliser maintenant. Deuxième astuce, je sélectionne cette fenêtre. J'appuie sur la touche. Alors attendez, je vous montre ça. Voilà, j'appuie sur la touche ici Windows et j'appuie sur la flèche de droite. La fenêtre va venir se bloquer ici et automatiquement il va me proposer qu'est-ce que je fais de la deuxième fenêtre. Je vais cliquer dessus et elle va venir se coller à côté. Donc ici à gauche, j'ai une fenêtre pour récupérer les données. Ici, j'ai la fenêtre de mon disque dur. Donc là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler comme je veux. Moi, je lui donne souvent le nom du client. Donc je fais sauve client 1 ou utilisateur 1. Vous l'appelez comme vous voulez. Et dedans, vous pouvez tout de suite venir ici et on va créer un dossier qu'on va appeler bureau. Ensuite, on va créer un dossier qu'on va appeler téléchargement parce que vous vous rappelez, j'avais bien remarqué, donc même si on va le refaire ici, dans la précédente vidéo, je vous ai bien montré qu'il n'y avait pas grand-chose ailleurs. Donc vous créez autant de dossiers qui sont prêts, donc là ils sont vides, mais ils sont prêts à récupérer les éléments là. Et maintenant, on va revenir ici à gauche, sur le bureau. Ok, ici on est sur le bureau, ça c'est tout ce qu'il y a sur le bureau. Alors c'est pour ça que je le fais visuellement et non pas directement par cliquer-glisser de tout le bureau, etc. Parce qu'il va y avoir des raccourcis sur des logiciels, il va y avoir peut-être des programmes, des choses comme ça. Et je préfère faire un petit contrôle visuel avant de copier les choses sur mon disque dur externe. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu. Par exemple, si je vois qu'il y a un Word, Excel qui date de 2003 ou de 2010, évidemment, je ne vais pas récupérer les raccourcis parce que je ne vais pas réinstaller dans le nouveau Windows un Word, Excel 2003-2010. Je ne l'ai pas. Et je ne vais pas le trouver de toute façon. Donc, je ne prends pas les choses qui ne me servent à rien. Alors ici, donc, je suis dans Bureau, ici à gauche, vide. Et là, je vais me mettre dans Bureau donc, du client. Je fais un CTRL A. Donc là, je vous montre au clavier que vous voyez quand même les raccourcis que j'utilise. Donc je me mets ici, je fais CTRL A. Ça va sélectionner l'ensemble. Je fais un CTRL C. Je viens cliquer ici et je fais CTRL V. Et là, ça me colle tout ça. Ok, très bien, on a fait ça pour ici. Je vais revenir dans Documents pour bien contrôler que je ne laisse rien derrière moi. Donc Feedback Hub, c'est un truc de diagnostic. Rien. Image. AB Photo, rien. ClearFi, ça je sais que c'est des trucs Acer, ça. Rien non plus. Image enregistrée, rien. Et rien dans pellicule. Ça c'est quand on prend quelque chose à la webcam. Bon, rien non plus. Je vais dans musique. Il n'y a rien, il y a juste un raccourci vers image, donc je pense que l'utilisateur s'était planté. Je vais dans téléchargement. Donc là on a vu qu'il y avait pas mal de choses. Je refais CTRL A, CTRL C. Je viens ici me mettre dans sauvegarde client. Je clique 2 fois dans téléchargement et je fais CTRL V. Allez, il me récupère tout ça, ça ne va pas être bien long. Voilà, à peine 20 secondes, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit terminé, je peux directement aller voir dans vidéo ici, rien dans vidéo. Ok, j'ai fait le tour ici. Alors, vous pouvez vous faire une petite sauvegarde supplémentaire, ça c'est l'astuce de pro. Vous allez venir chercher les pilotes qui sont installés. Donc pour ça, vous allez aller dans C ici, vous allez aller dans Windows, vous allez aller dans Système 32, ici. Dans Système 32, vous allez descendre jusqu'à Driver Store, ici. Et dans Driver Store, vous allez prendre ce dossier File Repository, vous faites CTRL-C, et vous venez le mettre ici, CTRL-V. En fait, dans File Repository, regardez, vous avez l'ensemble de tous les pilotes qui sont installés actuellement, à la fois les pilotes Windows et les pilotes du constructeur, du fabricant, qui sont installés ici. Ça veut dire que tout ce que le client avait, même les pilotes d'imprimante et tout ça, qui sont connectés chez lui, bref, tous les pilotes du système sont là. Et là, vous voyez qu'on en a pour quelques gigas. 2 gigas et demi, ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de pilotes installés. Donc, on va récupérer également les pilotes, parce que vous vous doutez bien que sur le nouveau disque dur, il n'y aura strictement rien sur le Windows qu'on va installer. Donc, on n'aura qu'à copier et coller ça dans le PC pour pouvoir installer automatiquement tous les pilotes et faire les mises à jour qui nous manqueront. Donc ça, c'est la petite astuce de pro. C'est cadeau. Allez, 1 minute et il aura terminé et on aura fini de récupérer tout ce qu'il y avait ici. Alors, ce que je vais faire pour personnaliser un peu ça, ce que je fais souvent moi,
c'est que je ferme ça et ça je mets en raccourci. Et là, je vais faire une photographie de l'écran pour voir comment la personne a mis son fond d'écran. Donc hop, je photographie l'écran. Voilà, comme ça je sais ce qu'il y avait sur l'écran, comment c'était le fond d'écran, quel raccourci était pour pouvoir lui remettre exactement la même chose quand elle récupère son PC, la taille des icônes, etc. Ici, je vais venir regarder le nom aussi qui était donné à la session. C'était Ginette, le nom. Donc là aussi, je ne vais pas utiliser, ma mémoire. Je vais juste photographier ça. Je vais photographier également la liste des logiciels qui sont installés. Je vois que la personne elle jouait au solitaire et puis elle avait un raccourci ici vers ça. Je suppose que ça c'est un raccourci internet. Je vais regarder que est-ce qu'il y a un compte ou pas qui est rattaché à son internet. Donc ici je vois qu'il n'y a pas de compte rattaché à l'internet. Par contre il y avait un raccourci vers ça. Je vais prendre. Voilà, je vais prendre en raccourci ici et je vois que son navigateur c'était Microsoft Edge. Donc je prends en photo ces différentes informations qui concernent l'ergonomie de travail de l'utilisateur pour essayer de lui redonner un PC qui se rapproche le plus de cette ergonomie-là. Ensuite, je vais venir voir dans les logiciels ici, la liste des logiciels qui sont, allez, toutes les applications, les logiciels installés. Donc je passe vite ça en revue. Il y a un Office 365 qui traîne ici, mais ça c'est la version qui est donnée. Alors il y a un PowerPoint Publisher. Je vais aller voir est-ce que la personne avait la licence de ce logiciel ou est-ce que c'était la version d'évaluation qui est inscrite et qui est délivrée par défaut. Donc là l'objectif de tout ce que je fais c'est d'essayer de redonner un environnement de travail qui est le plus proche à l'utilisateur de ce qu'il a connu quand il m'a confié son PC. Je ne vais pas juste lui redonner un ordinateur Windows avec toutes les mises à jour en lui disant bon maintenant vous vous débrouillez. J'essaye de lui remettre ses données et si possible une partie de l'ergonomie qu'il avait. Donc vous voyez les temps qu'il a pour lancer le PowerPoint, on refera les tests quand on aura tout réinstallé. Voilà, donc il a démarré ici, on va aller ici dans compte. Donc déjà on regarde ici pour voir s'il y a quelque chose et puis on va aller voir dans le compte ici. Bon, il m'a automatiquement ouvert la fenêtre. Voilà. Donc, quand il me met ça, connectez-vous pour commencer à utiliser, c'est qu'il n'y a pas de clé produit. Donc, ici, on voit qu'il y avait une licence qui était associée à quelqu'un, mais manifestement, il n'a plus la licence activée, puisqu'il n'a plus accès au produit. Donc, ce que je pense qu'il s'est produit, c'est que, en fait, c'est une version d'évaluation qui a été installée. Et puis, après la période d'évaluation, la personne n'a pas pris la licence 365 ou quelconque, et donc le produit est arrêté. Bon, voilà, donc là j'ai fait le tour des applications, du bureau, j'ai récupéré les données, donc maintenant on va passer à l'étape suivante qui consiste à retirer le disque et à le remplacer, le disque dur est d'origine et à le remplacer par notre SSD. Allez, c'est parti. Ok, donc là nous voilà rendus à l'étape de remplacement du disque dur, donc il va vous falloir votre disque dur, il va vous falloir votre tournevis, et puis votre repère à vis, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas un, je vous indiquerai une astuce tout à l'heure. Allez, ce qu'on va faire, on va éteindre le PC. Donc on va déjà débrancher notre disque dur de récupération. On va éteindre le PC. Donc on l'éteint normalement. On va faire de la place sur son plan de travail. Il faut absolument que vous ayez le plus de place possible quand vous allez procéder à ça. Donc, je ferme mon PC, je le débranche électriquement. Évidemment, vous n'ouvrez pas un PC qui est branché. Voilà. Je mets mon récupérateur de vis ici. Allez. Voilà. Mon disque dur, il est prêt. Et j'ai mon tournevis. Donc, première chose et premier conseil, avant d'ouvrir le PC, vous allez faire deux choses. Premièrement, vous allez toucher un point métallique, donc un objet métallique. Moi ici, j'ai le support de ma loupe qui est en métal et qui est relié à la terre. Vous allez toucher ça quelques secondes.
de sorte à décharger vos mains de l'électricité statique. Cette électricité statique, les composants internes électroniques, ils ont horreur de ça. Alors, dans les téléphones portables, c'est plus sensible que sur les PC, mais quand même, c'est une précaution de sécurité que vous allez prendre. Précaution de sécurité aussi, vous n'avez pas, évidemment, l'ordinateur n'est plus branché à aucune source électrique. Et quand vous l'éteignez, vous le laissez un certain temps, 1 minute ou 2, avant de l'ouvrir, de sorte à ce que les résistances dedans se déchargent, etc. Et que tout soit OK. Ensuite, deuxième chose, vous allez regarder le modèle du PC. Donc ici, vous allez trouver ce modèle ici, noté ici sur l'étiquette arrière, ou ici sur cette étiquette-là. Donc on voit qu'il y a marqué concrètement ici Aspire ES 533 Series. Et puis sinon, sur les vieux PC, il y avait cette jolie étiquette qui vous donnera également toutes les références du modèle de l'ordinateur. Et pourquoi ça nous est-il ça? Parce que vous allez aller maintenant sur Internet et vous allez aller taper dans YouTube, vous allez aller chercher une vidéo pour voir comment on assemble et on désassemble, on démonte l'ordinateur. Donc pour ça, vous allez venir dans votre YouTube, ici dans la barre de recherche YouTube, vous allez taper Disassembly, D-I-2-S-A-S-E-M-B-L-Y, suivi du modèle. Donc ici, Acer la marque, et on a vu Aspire ES, on a dit 15, voilà, alors ES 15, pas A5, ES 15, et vous tapez sur rechercher. Et là, vous voyez que vous allez trouver différentes vidéos qui vont vous montrer comment est démonté l'ordinateur. ES 15 Disassembly, voilà, avec mise à jour de SSD. Et pourquoi vous allez regarder ça? Parce que ça va vous permettre de savoir s'il y a des surprises. Je vous coupe le son, attendez. Voilà, donc là vous allez voir s'il y a des surprises avant de vous lancer dans le désassemblement. C'est-à-dire, ok, on voit qu'il a retiré donc les vis. Après, manifestement... Manifestement, il va défaire ici et on voit qu'il y a des... sous le clavier, on voit qu'il y a des nappes à défaire pour pouvoir accéder au contenu. Voilà, donc ça va vous permettre, quand vous faites ça, ça va vous permettre de pouvoir avoir toutes les astuces avant de vous lancer tête baissée dans le démontage de l'ordinateur. Ça évite les surprises désagréables et surtout de prévoir le matériel qu'il faut. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir démonter et remplacer le disque dur d'origine. Ok, donc nous voilà partis dans la phase de démontage. Donc, hop, on a vu ce qui était indiqué sur la vidéo, mais je pense en fait qu'il n'y aura pas besoin, parce que vous voyez, sur ce genre de vieil ordinateur, le disque dur il était accessible dans une trappe qui était ici, pas besoin de tout démonter. Donc on va confirmer ça tout de suite. Je défais la trappe. Donc quand vous n'avez pas le modèle exact sur YouTube, vous tombez, voilà, et puis vous pouvez avoir aussi des rigolos qui se plantent. On va voir, peut-être que c'est moi le rigolo. Ah non, j'avais tout à fait raison, donc vous voyez, notre disque dur, il est là. Donc ça, c'est très pratique dans ces cas-là, parce que ça veut dire qu'on va rapidement pouvoir retirer le disque dur pour pouvoir le remplacer. Donc là, ce que je fais, c'est que je dévisse, je vous rapproche pour que vous voyez. Donc ici, j'ai une vis là. Donc ici, j'ai une vis ici. Une vis là. Ici, elle manque. Donc manifestement, ça a déjà été, fait. Donc je vais défaire ces vis là pour libérer le disque dur. Donc mon repère à vis, je pose mes vis dedans. Et la petite astuce en fait du repère à vis, je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc là, hop, je sors mon disque en poussant vers l'arrière.
Voilà, il ne faut surtout pas forcer. Si vous forcez, c'est qu'il y a une vis que vous n'avez pas retirée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer le disque dur, puisque je vois que j'ai encore 2 vis ici et 2 vis là. Voilà. Donc là, la petite astuce de pro, c'est que vous ne défaites rien pour l'instant. Vous le gardez comme ça. Vous prenez votre nouveau disque dur. Vous prenez votre nouveau disque dur. Voilà. Et on va présenter le nouveau disque dur exactement à côté de l'ancien, sans bouger. Comme ça, on sait dans quel ordre on le met. Voilà. Là, je sais que ça va aller dans ce sens-là. Je ne me pose pas de questions pour le sortir et manipuler après. Et là, je revisse le tout. Voilà, je le replace dans son compartiment, je pousse pour le faire avancer, et là je vais remettre mes vis. Donc une ici. Et une là. Voilà, donc... Ensuite, je vais refermer la trappe. Ici, petite astuce de pro, si vous en sentez le courage, ou surtout, si vous constatez que vous avez de la poussière partout, avec des moutons là, de poussière qui se baladent, vous dévissez l'ensemble et vous faites un nettoyage avec soit de la bombe à air sec, soit avec un pinceau. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un pinceau, je vous montre. Voilà, les deux outils, soit un pinceau, et ça vous permet, une fois que vous avez tout démonté, ça vous permet de pouvoir enlever les poussières comme ça. Et sinon, vous avez la bombe à air sec que vous pouvez trouver dans le commerce, dans rayon informatique, des magasins informatiques ou des grandes surfaces. C'est vendu ici avec une paille qu'on vient brancher ici pour pouvoir atteindre plus facilement certains secteurs. Et là, vous allez souffler. On souffle toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, on dégage les endroits où il y a des aérations. Là, sur les côtés également. Voilà, ici. On dégage ces endroits-là parce que ça brasse la poussière et elle vient se coincer dans ces endroits-là. Alors, évidemment, on ne le fait pas avec le PC ouvert comme ça. On ouvre tout le PC, tout le capot pour pouvoir le faire. Bien, donc maintenant, nous allons refermer ça et on aura terminé avec la phase. Voilà. Donc, je vous parlais ici de la boîte ici pour les vis. Cette boîte de vis, si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement vous créer avec une feuille de papier et un stylo, vous pouvez vous créer un repère. Donc, je vous montre l'astuce. Donc, vous prenez une feuille avec un stylo et vous faites un repère. Voilà, avec une grille comme ça. Et vous allez pouvoir ensuite venir placer vos vis dans l'ordre dans lequel vous avez dévissé ici votre capot. Et vous allez venir mettre vos vis, donc vous faites autant de grilles que possible. Vous allez venir mettre vos vis aux intersections ici. Donc la vis d'ici, par exemple, je vais la mettre là. La deuxième ici, je vais la mettre là. La troisième, je vais la mettre là. La quatrième, je vais la mettre là. Et je vais faire, voilà, je vais faire le tour comme ça. Comme ça, quand je remonte mon PC, je vais récupérer mes vis ici pour pouvoir revisser mon capot. Ça me permet de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre de vis et surtout de savoir exactement ce que je fais.
Voilà, donc ça c'est l'astuce aussi de pro par rapport à cette phase de démontage. Bon, je pense que je vous ai donné tous mes tuyaux. Maintenant, ce qu'on va faire, on a donc notre PC qui est avec son nouveau disque dur dedans. On va passer à l'étape de l'installation du Windows. On a dit qu'on allait installer un Windows 10 sur ce PC. Donc, il va nous falloir pour ça une clé USB bootable en Windows 10. Donc, on passe à la prochaine étape pour voir ça. Très bien, donc nous sommes dans la phase où nous allons réinstaller maintenant le Windows. Alors, ça veut dire que on a nos données qui sont sur notre disque dur externe, donc il va nous falloir ce disque dur externe pour injecter les données plus tard, mais ça on le verra dans la prochaine étape. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous falloir une clé USB bootable. Alors il y a deux options. Soit vous avez suivi mon astuce de pro quand j'ai présenté le matériel et vous avez créé votre clé Ventoy USB Windows avec toutes les archives de Windows dessus pour pouvoir booter dessus. Soit vous vous êtes fait une clé basique de Windows, donc une clé bootable Windows 10. Hop. Soit vous vous êtes fait une clé USB bootable unique et vous allez pouvoir l'utiliser. Dans les deux cas, ce qu'il va nous falloir ici, c'est maîtriser premièrement l'accès au boot, au menu de boot ou au BIOS ou UEFI de notre PC pour pouvoir lui indiquer qu'on veut démarrer sur cette clé d'installation. Et deuxième chose qu'il va nous falloir, donc pour ça, c'est les touches de raccourci pour pouvoir accéder au BIOS. Donc, allez, on passe à la première étape, les touches de raccourci pour accéder au BIOS. Alors, je vous ai mis dans les ressources les touches de raccourci des principales marques et des principaux modèles d'ordinateurs, les raccourcis pour ça. Donc là, moi j'ai un Acer, donc si je vais dans la ressource, voilà, je vois ici que pour Acer, alors je ne vous l'ai pas mis, donc je vous le rajouterai, c'est la touche F2. F2 sur les Acer, souvent F10. Je pense. Bon, je vous la rajouterai de toute façon en bas. Donc, vous munissez de ce tableau donc pour avoir les touches. Et puis sinon, astuce de pro là encore, vous pouvez aller sur Internet pour confirmer ça et vous tapez ici Acer Aspire ES15, on a dit, ça c'est notre modèle. ES15, très bien. Et après, vous mettez BIOS et vous me tapez KEY, K-E-Y. Et là, vous allez avoir, alors vous voyez que, bon, moi j'ai ChatGPT qui me répond, donc il me confirme bien que c'est F2 ou F10 et ou suppression, ok, mais vous, surtout, vous allez avoir ici des informations dans votre Google qui vont vous dire comment j'accède sur mon Acer machin avec Windows 10. Allez, hop, on va aller voir sur ce site, par exemple, et sur ce site, on lui dit d'appuyer sur F2. Voilà, donc ça confirme mon histoire de F2. Voilà, F2. Plusieurs fois au démarrage. Ok, donc on a notre touche de raccourci. Donc on va pouvoir maintenant brancher notre PC. On va pouvoir connecter notre clé USB. Alors on va le faire de deux façons. Je vais brancher la clé Windows 10 de base, si vous avez fait celle-là. Et ensuite, je vous montrerai avec Ventoy, avec ma clé Ventoy. Je la mets sur un des ports rapides, voilà. Et puis maintenant, on va démarrer et on va appuyer sur F2. Donc, je démarre mon PC et je commence à pianoter sur F2 jusqu'à ce que je vois le logo qui s'affiche. Donc là, j'appuie. Voilà, je viens de voir le logo, donc là, hop, je lâche. Alors là, surprise et surprise très désagréable. Il me dit qu'il faut que je rentre un mot de passe pour pouvoir rentrer dans le BIOS. Alors si vous avez un BIOS qui est protégé par un mot de passe, vous êtes fichu. Parce que si vous n'avez pas le mot de passe en question, vous ne pouvez pas rentrer dans le BIOS. Donc là, ce qu'on va espérer, c'est qu'on va espérer que le BIOS est configuré pour booter sur une clé USB, le cas échéant. Donc, on rééteint tout ça, et au lieu de rentrer dans le BIOS, donc on coupe le PC, on appuie longuement, hop. Voilà. Donc vous maintenez enfoncé ici pour couper le PC, et là on va démarrer directement, et on va laisser la clé USB branchée, et on va voir est-ce qu'il a le réflexe, une fois qu'il a testé le disque dur et qu'il n'a rien trouvé, est-ce qu'il a le réflexe de pouvoir aller sur la clé USB? Elle est plus rapide déjà, et puis c'est du Ventoy, donc peut-être que ça sera plus facile. Ventoy inclut
L'avantage, c'est que Ventoy inclut aussi un dispositif qui peut, dans certains cas, ça marche pas à tous les coups, mais dans certains cas, faire sauter le Secure Boot. Donc, ça va nous permettre de pouvoir accéder à... Alors, je regarde s'il y a un autre port USB. Ah, voilà. Il y a les ports USB derrière, vous voyez, qui sont un de bleu ici. Donc, je vais le mettre dans le bleu. On va gagner aussi en vitesse. Voilà. Donc, je mets ma clé Ventoy. Donc, autre intérêt hein, d'avoir la clé Ventoy pour démarrer, c'est que du coup, il y a aussi cette particularité de faire sauter le Secure Boot quand ça marche, je précise. Allez, on allume et puis on regarde ce qui se passe. Je vais retenter le F2. Donc là, on a vu, là, il a mis Secure Boot Disable. Ok, il est en train de scanner le contenu de la clé. Donc voilà, on est sur la clé Ventoy. Donc sur la clé Ventoy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher ici mes images ISO, elles sont en bas. Et on va prendre un Windows 10. Voilà, alors un Windows 10 64 et 32. Donc je vais prendre la 64. Voilà. Je clique sur Entrée. Ici je dis boot normal mode. Et on laisse faire. Ok, donc là l'écran s'est chargé beaucoup plus vite et on est automatiquement sur le menu démarrer. Alors là on s'en sort plutôt bien parce qu'on n'aurait pas pu accéder au BIOS vu que vous avez vu il était sécurisé avec un mot de passe. Donc on s'en sort très bien puisque là le système a démarré dessus. Alors de toute façon dites-vous bien que dans la mesure où vous avez changé le disque dur et dans la mesure où c'est un nouveau disque dur sur lequel il n'y a aucun système d'exploitation, même si vous n'arrivez pas à accéder au BIOS, en règle générale, il va pouvoir booter sur votre clé. Pour une raison très simple, c'est que dans son ordre de démarrage, même s'il a le disque dur en premier, vu qu'il ne va pas trouver de système d'exploitation dessus, il va tenter de passer sur les autres périphériques qui sont connectés. Et dedans, il va arriver nécessairement sur votre clé USB. Donc, du coup, on est sur le Windows 10. Là, on va procéder à l'installation de base. Donc, l'installation de base sur Windows 10, je vais vous donner mes petites recommandations, mais après évidemment vous faites comme vous voulez hein. C'est juste vous faire partager mon expérience des installations sous Windows 10. Donc je vais faire suivant ici, je vais faire installer maintenant. Voilà, ici je vais faire j'accepte les termes du contrat. Ici je vais aller dans personnaliser et donc attention, il ne faut pas se planter hein. Dans personnaliser, vous voyez qu'ici on a bien le disque dur de 240 Go, c'est celui qui est en haut, lecteur 0. Ici lecteur 1, c'est ma clé Ventoy. Hein. Donc il ne faut pas vous planter. Vous allez ici sur non alloué, vous faites suivant. Là il va copier les fichiers d'installation de Windows de la clé, il va les copier sur le disque dur pour pouvoir redémarrer pour faire l'installation. Donc attention en fonction de la vitesse de votre clé USB, en fonction de la vitesse de votre système pour lire dessus, évidemment ça va être plus ou moins lent. On ne perd pas patience, on laisse faire. Ici, tant que vous pouvez bouger votre souris, c'est qu'il n'a pas planté. Donc il faut juste prendre son mal en patience.
Alors, petite astuce de pro, vos clés USB ou votre clé Venteuil, l'image ISO, vous allez récupérer régulièrement, genre tous les 3 mois ou tous les 6 mois au plus tard, vous allez récupérer des nouvelles images ISO. Vous refaites votre clé parce que Windows va sortir des versions et il va mettre à jour l'image ISO sur son serveur à disposition. Ça vous évite après de perdre du temps quand vous allez faire les mises à jour parce que là vous allez installer un Windows, mais si c'est une version qui date d'il y a 2 ans de votre Windows 10, ben vous allez devoir rattraper toutes les mises à jour après l'avoir installé avec le Windows Update. Donc vaut mieux avoir une version la plus récente possible. Comme ça, quand vous faites votre installation, vous n'avez pas grand-chose à réinstaller en plus. Vous partez du plus près possible en termes de version. Voilà, alors ici, très important, une fois qu'il aura fini les mises à jour, il va redémarrer. Là, il faut ressortir votre clé de boot ou votre clé Venteuil. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il reboot à nouveau dessus pour pouvoir relancer sans fin le même circuit. Sinon, vous allez passer votre temps à reboucler sur la même séquence. Donc, vous allez voir, il va vous proposer, voilà, il veut redémarrer. Donc ça, ce temps-là qui nous est laissé de quelques secondes, c'est fait exprès pour retirer la clé. Donc là, j'ai retiré ma clé et je le laisse redémarrer. Maintenant, il a tous les fichiers qui sont copiés sur Windows, donc il va redémarrer et finaliser l'installation. Allez, je fais un peu de ménage pendant qu'il fait ça. Donc il faut évidemment, ça vous pouvez le trouver en boutique spécialisée ou sinon vous achetez exprès pour écran. Vous ne faites pas ça avec du détergent parce que ça va attaquer votre écran. Vous pouvez le faire avec un chiffon bien essoré, imbibé d'eau, mais très bien essoré pour pas que ça coule dans vos composants. Et vous nettoyez l'écran. Et après, vous séchez très bien, vous frottez jusqu'à ce que ce soit très sec pour ne pas que ça laisse de traces. Alors donc maintenant que les fichiers sont sur le disque dur, le nouveau disque dur qui est SSD, on sait que les lenteurs ne viennent pas du SSD parce qu'il est absolument rapide. Donc ici c'est le temps de traitement du Celeron, le processeur en l'occurrence. Notre processeur il est assez lent. Heureusement qu'avec un SSD ça va compenser la perte de performance du processeur, mais votre processeur il ralentit pas au fur et à mesure des années. Soit il marche plus. Donc le client, l'utilisateur va forcément retrouver un ordinateur plus rapide parce que le processeur de toute façon a son niveau de performance initial. Par contre, comme on a changé le disque dur avec un nouveau disque dur SSD, il est certain qu'il va être sur un ordinateur qui est beaucoup plus rapide. Ok, donc là le PC redémarre pour l'application de la 3e phase d'installation. Vous allez voir qu'à partir de là, il va commencer à nous demander de lui donner les paramètres pour configurer le Windows. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Ok, donc là on a accès à Cortana, on va lui couper le sifflet. Donc vous venez ici en bas sur volume, vous cliquez dessus et vous coupez les haut-parleurs. Ok, donc maintenant on a démarré avec Cortana, on va faire toute la phase de configuration pour la finalisation des paramètres Windows. Et là, il y a une chose importante qui est à comprendre, et c'est mon conseil de professionnel. Là, on va installer une machine sous Windows 10. Sous Windows 10, on n'était pas obligé d'avoir un compte Microsoft, mais on était vivement poussé par Microsoft pour le faire.
Et pour ça, donc, il vous demande de vous connecter à Internet. Dès que vous vous connectez à Internet pendant la phase d'installation, il va automatiquement vous obliger à créer un compte Microsoft ou à fournir une adresse d'un compte Microsoft existant. Donc nous, pour pouvoir zapper cette partie-là, parce qu'on veut avoir un compte local, absolument, que ce soit avec le Windows 10 ou le Windows 11, on veut avoir ce compte local. On ne veut pas passer par un compte Microsoft. Donc dans ces cas-là, pour zapper ça, on va dire qu'on n'a pas de connexion Internet. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ici, le clavier, on est en français, oui. On ne veut pas une deuxième disposition de clavier, je dis ignorer. Ensuite ici, voilà, il va nous dire de nous connecter à un réseau pour pouvoir poursuivre. Là, vous allez dire, je n'ai pas Internet, parce que si jamais vous vous connectez à un réseau, il va vous obliger à créer un compte Microsoft. Donc je dis, je n'ai pas Internet. Ici, je dis que je veux continuer avec l'installation limitée. Alors, elle est en rien limitée, c'est juste en fait qu'il ne va pas vous installer le OneDrive, etc. Ici, il me demande qui va utiliser le PC. Alors, je remets la session de la cliente, donc Ginette. Je ne mets pas de mot de passe. Alors, si vous avez un mot de passe à mettre, sachez qu'il va vous demander 3 questions de sécurité et 3 réponses à ces questions de sécurité. Et c'est ce que vous aurez en plus par rapport à ce que vous voyez sur mon écran. Donc une fois que vous arrivez là, vous allez dire, moi je mets non à tout, hein, et le client après il choisit s'il veut donner ses données à Microsoft. Vous faites comme vous voulez. Là il n'y a rien, ça ne change rien au niveau de l'installation. Il y a juste pour le mot de passe où ça vous rajoute les questions de sécurité. Bien, ici, moi, je ne veux pas de Cortana. Il n'y a personne qui utilise ça et ça prend de la ressource pour rien. Donc, moi, je désactive. Je ne dis pas maintenant. Ok, donc là, la phase d'installation de Windows 10, à proprement parler, elle est terminée. On va passer à la phase de mise en service, et la phase de mise en service avec plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on va configurer les mises à jour. On va démarrer les mises à jour parce que c'est le plus long. On va mettre à jour tout le Windows. Et puis, on va aussi voir pour l'activation du Windows. Donc, on en parle dans la prochaine étape. Ok, donc dans cette étape, on va voir les mises à jour de Windows et on va se pencher sur l'activation. Si votre Windows n'est pas activé avec une licence, vous allez quand même pouvoir faire les mises à jour. La seule chose que vous n'allez pas pouvoir faire, c'est le paramétrage, la personnalisation de l'interface de Windows. Donc, pour savoir déjà si votre Windows est activé ou pas, vous allez venir ici dans le panneau de configuration. Vous allez venir dans Démarrer, vous allez aller dans Paramètres. Donc ici, on parle de Windows 10. Dans Paramètres ici, vous allez venir dans Système. Vous allez descendre en bas dans À propos de. On va mettre en plein écran et vous allez voir tout de suite. On voit ici les caractéristiques du PC et on voit un Windows 10 famille. Et il est activé. Pourquoi il est activé? Parce que s'il n'était pas activé, on aurait ici un message qui nous demanderait de faire l'activation. Donc ici, notre Windows 10, il est activé. On va pouvoir donc passer à la phase de mise à jour. Et donc là, on va continuer, comme c'est OK, on va continuer dans cette vidéo pour les mises à jour Windows. Alors pour les mises à jour Windows, il faut connecter l'Internet. Donc pour ça, vous allez venir soit en Wi-Fi, en cliquant ici, et en identifiant votre box et en mettant un mot de passe. Donc se connecter, mettez le mot de passe de la box. Alors, verrouillage numérique, faites attention que ce soit activé. On fait entrer. Soit le mieux, donc là on voit qu'on est connecté en Wi-Fi, mais sinon le mieux, c'est encore de le connecter directement par câble en RJ45 avec un câble réseau sur votre box, parce que là vous êtes sûr du débit maximal, pas d'interférence et de fluctuation de débit, et pour les mises à jour c'est quand même plus rapide. Donc moi je vais également vous montrer pour le connecter en réseau.
Donc j'ai mon câble, vous voyez, mon câble RJ45. Je vais retourner le PC. Dans notre cas, c'est à l'arrière. Mais en fait, la connectique, c'est celle-là. Vous mettez votre câble de ce côté-ci. Et puis de l'autre côté, il est branché à votre box Internet. Voilà. Dès qu'il est branché, vous voyez qu'ici, il va faire connecter. Et il garde aussi la connexion au Wi-Fi. Donc ce qu'on va faire, on va le déconnecter du Wi-Fi. Pas besoin. Même s'il va choisir de toute façon le mode de connexion le plus rapide. Mais là, pour éviter quelconque malentendu, allez, on déconnecte le Wi-Fi. Voilà, donc notre ordinateur est connecté à Internet. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va revenir mettre le son. Voilà, le son qui était retiré tout à l'heure. Ok. Et puis, vous vous rappelez qu'on avait les drivers. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais prendre mon disque dur externe. Je vais brancher mon disque dur externe sur lequel on avait les données de la cliente et ainsi que les pilotes. Je vais le brancher à mon ordinateur. Là, je l'ai mis à l'arrière parce que le port bleu, il est à l'arrière. Ici, je vais venir chercher directement le dossier des drivers. Donc vous vous rappelez, on avait dit que c'était dans sauvegarde cliente 1 et le file repository. Je prends tout ça, je fais un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Je viens dans ce PC ici, je viens dans C, je vais dans Windows, je vais dans System 32. Dans System 32, je vais dans Driver Store. Et voilà mon file repository qui est ici. Et je fais un CTRL V. Il va me dire, vous devez disposer d'une autorisation. Je clique ici, je dis recommencer. Alors il ne veut pas que je copie-colle là comme ça, donc très bien, ce que je vais faire, je fais annuler et je vais copier le contenu du dossier. Donc ici, on a le driver store qui est là. Je vais venir donc prendre mon contenu de dossier sur l'extrême SSD, ici dans sauvegarde client 1, file repository. Je fais un CTRL A de ça, un CTRL C. Je vais revenir dans mon dossier file repository ici du driver store Windows System 32 et je vais faire un CTRL V. Alors vous voyez ici que en fait le dossier est protégé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer ici sur File Repository, clic droit, je vais venir ici dans Propriétés, je vais venir ici dans Sécurité, et tout le monde ici est coché, je vais venir faire Modifier ici, tout le monde, je vais faire CTRL Total et je vais faire appliquer. Je dis oui. Je dis continuer, continuer. Et là, vous voyez que à partir du moment où j'ai fait ensuite annuler, il m'a quand même accordé les droits. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me copier donc tous les éléments dans mon dossier
Driver Store File Repository. Pendant qu'il fait ça, puisqu'on est au bon endroit, on va en même temps venir ici dans notre sauvegarde, on va récupérer les données clients qui étaient sur le bureau. On fait un CTRL A, on fait un CTRL C, on va ici sur le bureau où il n'y a rien et on fait un CTRL V. Ensuite, on va revenir à nouveau, puisqu'on a vu qu'à part dans téléchargement et puis bureau, il n'y avait rien. On va dans téléchargement ici, on prend CTRL A, tout ce qu'il y a là, CTRL C, on va dans téléchargement ici, et on fait CTRL V. Voilà. Donc là, il est en train de nous copier tous les éléments dans l'ordinateur de la cliente, ces données, mais aussi tout avec File Repository, tous les pilotes. Si ici, il vous propose d'écraser les pilotes, de les remplacer par les pilotes qu'il y a sur la clé, vous dites oui, pour qu'il ait les pilotes les plus à jour. Évidemment, si vous avez des dossiers dans images, documents, musique, vidéo, vous déplacez tout ça, c'est la première chose qu'on fait, on réinjecte toutes les données du client ainsi que les drivers. Voilà, une fois que c'est fait, on arrête, on ferme les fenêtres, donc OK pour ça. Ok, je fais annuler ici, plus besoin, annuler là, hop. Voilà, ici il me demande est-ce que je veux remplacer dans File Repository. Je dis remplacer dans la destination. Ici je coche et je dis ignorer pour ceux où il y a un problème. Ok, donc là on en a fini aussi avec les drivers. On va redémarrer le PC, important pour que le PC puisse prendre en compte les drivers. Donc on redémarre le PC et on se retrouve dans la prochaine partie pour la suite de la mise en service. Donc je vais revenir dans Windows Update et puis on va voir où est-ce qu'il en est. Donc mise à jour et sécurité. Ok, on voit qu'il a bien bossé, il lui en reste 2 à faire. Donc, je vais vous parler maintenant de la deuxième mise à jour que vous devez faire. Ce sont les mises à jour facultatives. C'est absolument indispensable. Cette histoire de mise à jour facultative, Microsoft nous parle de mise à jour facultative comme si elles n'étaient pas obligatoires, mais elles le sont obligatoires. Parce que ces mises à jour, figurez-vous que ce sont les mises à jour des pilotes, des composants de votre ordinateur. Donc, vous voyez ici, tous les composants pour le pad, ici pour le firmware, donc c'est le logiciel là, le Bluetooth, ici pour certainement ici pour la carte réseau, bref, tout ça c'est absolument indispensable à faire comme mise à jour, même si Microsoft nous parle de mise à jour facultative. En réalité c'est facultative. Ce sont des mises à jour qui ne sont pas indispensables pour faire fonctionner Windows, mais elles sont indispensables pour faire fonctionner votre ordinateur. Parce que ce sont des mises à jour qui sont proposées par le constructeur de l'ordinateur. Donc Microsoft dit que lui, il n'en est pas responsable, donc pour lui c'est facultatif. Mais vous voulez avoir ces mises à jour parce que vous voulez que vos composants et les pilotes de votre ordinateur soient le plus à jour possible. Donc on va venir cocher tout ça. Et on va faire télécharger et installer. Ça va venir se rajouter, vous allez voir, dans la liste des mises à jour qui étaient système de Windows qui étaient déjà en cours. Vous voyez, on vient juste de rajouter tout ça, le Bluetooth, etc. On vient juste de rajouter tout ça. Sans la mise à jour, par exemple, du Bluetooth, la connexion avec une enceinte connectée en Bluetooth sur ce PC n'aurait pas fonctionné, alors même que les mises à jour Windows auraient été faites, parce que les mises à jour facultatives qui contiennent le Bluetooth n'auraient pas été faites. Donc c'est absolument obligatoire et indispensable de faire les mises à jour. Ici à la boutique, en magasin, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Ah, mais j'ai réinstallé mon Windows, mais il ne détecte plus l'enceinte connectée ou mes
mes écouteurs en Bluetooth, etc. Et c'est systématiquement parce que ces mises à jour facultatives n'ont pas été faites. Donc, vous allez les faire. Donc, une fois qu'il est en train de les faire, on voit même qu'il y a des mises à jour, vous voyez, pour gérer Intel Celeron Pentium. Donc, pour gérer carrément le processeur. Hein. Donc, vous faites toutes ces mises à jour, c'est absolument indispensable. Ça, c'est une très grosse mise à jour dite facultative disponible. Windows 10 version 22 H2. Mon conseil, grosso modo, c'est vous faites toutes les mises à jour Windows, même quand il parle de mise à jour facultative, et vous faites toutes les mises à jour facultatives. Pendant qu'il fait ça, ça ne nous empêche pas de voir le troisième type de mise à jour qu'il faut faire, c'est les mises à jour des applications. Ça ne vous a pas échappé que depuis Windows 8, votre Windows, il contient à la fois des logiciels, mais aussi des applications. Ce sont les tuiles qui sont ici. Les applications sont gérées par le magasin d'applications, le Microsoft Store. Donc pour pouvoir faire ces mises à jour, il faut qu'on aille ici dans le Microsoft Store. Donc je vais dedans. Et ici, vous allez faire quoi? Vous allez venir cliquer sur les trois petits points, vous allez aller dans ma bibliothèque. On va mettre en plein écran pour que ce soit plus facile à voir. Dans ma bibliothèque, ici, vous allez cliquer sur téléchargement. Et ensuite, vous allez venir et cliquer ici sur obtenir des mises à jour, pour qu'il vous affiche toutes les mises à jour de toutes les applications qui sont disponibles. Donc mon conseil, c'est que même si vous n'utilisez pas ces applications, vous faites toutes les mises à jour. Vous allez voir que dans un dernier temps, dans la mise en service, on va supprimer les applications qui sont ce qu'on appelle des bloatware, qui ne nous serviront jamais à rien. Donc ça ne sert à rien de les garder sur le PC. Mais avant de les supprimer, vous faites toutes les mises à jour pour que tout soit au taquet. Et après, on coupe dedans pour enlever ce dont on n'a pas besoin. Donc là, pendant qu'il est en train d'obtenir les 36 mises à jour ici, pendant qu'il fait ça, on va cliquer sur tout mettre à jour et on laisse faire. Donc là, nous voilà rendus donc, sur les mises à jour. Donc elles sont en cours, hein, en cours de mise à jour. Donc ici, on a parallèlement donc, le Windows Update qui est en cours avec les mises à jour facultatives et on a parallèlement sur le Microsoft Store toutes les mises à jour aussi sur les applications qui se font. Alors, pour ne pas que ce soit le bazar, mais que vous puissiez optimiser tout ça, petite astuce et conseil de pro. Les mises à jour, ici, quand elles sont en attente comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin de redémarrer, tout simplement. Il ne va pas vous le dire tout de suite, ça va mouliner encore plusieurs minutes avant que le message s'affiche pour vous dire de redémarrer. Mais dès que vous avez plusieurs mises à jour qui sont en attente, c'est simplement parce que le Windows a besoin de redémarrer. Et ça, quand vous faites des mises à jour initiales, comme c'est le cas là après une réinstallation, je vous invite à le redémarrer manuellement pour gagner du temps. Donc là, on va faire quoi? On va faire démarrer ici et on va redémarrer. Pourquoi on redémarre quand il y a des mises à jour? Mais tout simplement parce que votre Windows, il intègre les modifications qu'au moment du démarrage et du redémarrage. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment bien éteindre un PC et j'explique pourquoi il faut absolument couper le redémarrage rapide pour pouvoir éteindre rapidement, pour pouvoir éteindre complètement un PC, parce que ça permet au PC, en redémarrant correctement, et non pas en se redémarrant, en rechargeant toutes les applications qui étaient déjà en cours, en relançant les services qui étaient en cours, mais en l'éteignant et en se redémarrant correctement, il fait un vrai redémarrage, donc il va tenir compte de toutes les mises à jour et de tous les pilotes, toutes les mises à jour de composants, etc., qui ont besoin d'être faites au moment de son démarrage. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à redémarrer. Ici, donc, vous allez voir que ça va tourner parce qu'il est en train d'appliquer ces mises à jour-là. Et maintenant, quand on va revenir à nouveau, donc relancer notre Windows Update, donc on va dans Paramètres,
Il n'a pas besoin de nous pour se relancer, hein. Il le fait automatiquement. Tant que les mises à jour ne sont pas faites, il va aller jusqu'au bout. Mais là, si on revient dans mise à jour et sécurité, Windows Update ici, vous allez voir que en fait, ça a débloqué les mises à jour qui étaient en attente, tout simplement. Parce qu'il avait besoin, pour empiler d'autres briques, de redémarrer le système. Voilà, donc vous voyez là, c'est en attente, mais vous allez voir, ça va se débloquer tout de suite. Voilà, ou sinon, ben voilà, on voit que l'Intel Celeron sur le processeur, il vient de nous dire à nouveau de redémarrer. Donc c'est-à-dire qu'il a pu en faire un bout et il a besoin de redémarrer pour en faire la suite. Donc à chaque fois qu'il vous le propose, vous redémarrez le PC autant de fois que nécessaire. Et si jamais vous voyez qu'elles sont un peu figées et qu'il n'est pas en train de les installer et qu'il y a marqué installation en attente, à ce moment-là, vous forcez le redémarrage en le faisant manuellement. Après, si vous avez tout votre temps, vous laissez faire, il vous dira à chaque fois à quel moment il a besoin de redémarrer, même si ça lui prend un peu de temps pour le dire, il finira par vous le dire de toute façon. Donc vous n'avez peut-être pas remarqué, mais vous voyez que ici le chenillard il est un peu plus petit ou en tout cas un peu plus clair. Alors la qualité, puisque je filme l'écran, c'est pas terrible. Mais en fait, ça prouve qu'il a fait une mise à jour de la carte graphique. C'est fort possible aussi que des fois, vous ayez un scintillement de l'écran et puis il va passer au blackout, au noir complet et revenir juste après. Ça, c'est quand il met à jour les pilotes de la carte graphique du PC. Il va changer aussi la résolution de l'écran. Allez, on revient à nouveau dans Windows Update. Et là, de toute façon, on est coincé à cette étape-là. Ça ne sert à rien de faire plus que ça. Tant que vous n'avez pas toutes les mises à jour, hein. Tant que vous n'avez pas toutes les mises à jour, vous ne passez pas à l'étape supplémentaire, à l'étape suivante. Donc là, on revient dans les mises à jour. Donc là, c'est bon. Il ne nous dit plus, il ne nous propose plus de redémarrer. Alors, on a quelques installations en attente pour l'instant. On va laisser faire, mais vous voyez ici le display. L'installation, elle est en cours. Donc ça, c'est l'installation de l'écran. Ça, display, c'est l'écran. Et donc, on voit que ça a 0%, donc il va lancer celle-là. Il a mis les autres en attente, il va lancer celle-là pour réaliser. Ça ne nous empêche pas de revenir donc dans notre Windows Microsoft Store. Voilà, donc vous voyez ça, ce blackout-là, ça c'est l'écran. Il vient de finaliser la mise à jour de l'écran, comme je vous disais. Voilà. Donc du coup, il va débloquer les autres. Donc je vous disais, on va dans le Microsoft Store. Et ici, on devrait avoir maintenant affiché, voilà, il a mis à jour le Microsoft Store. Ici, la bibliothèque, elle est active ici maintenant. On va cliquer dessus. On va recliquer sur obtenir les mises à jour. Voilà, il va lancer la recherche pour les mises à jour. On revient ici pour voir où est-ce qu'il en est. Ok, on le laisse cogiter avec ça. On revient. Donc vous voyez, j'essaye de mener les deux en parallèle pour gagner le plus de temps possible sur mon installation. Donc là, il va me dire où est-ce qu'il en est dans ses mises à jour. Voilà, donc vous voyez que là, il a fait le point. Donc il nous dit qu'en fait, voilà, il a des mises à jour possibles. Donc on voit qu'il les déclenche là, automatiquement. Il y en a 14 ici. Donc je vais dire tout mettre à jour. Mais en fait, je n'ai pas besoin de cliquer dessus parce qu'on voit qu'il a commencé en fait à les mettre à jour. Donc on laisse faire ces 14 mises à jour. On réduit la fenêtre, comme ça on va pouvoir revenir dessus. Alors ici, on voit que dans le Windows Update, il est maintenant dans l'installation de la souris. Il a fini avec la souris. Alors hop. Il installe maintenant le chipset ici, ok. Donc il est en train de finaliser les installations là, de mise à jour. Donc il y en a quand même pas mal. Et évidemment, votre système n'est pas correct, n'est pas optimal si vous ne faites pas vos mises à jour Windows. Donc après que vous ayez installé votre PC, à chaque fois qu'il va vous demander une mise à jour, vous la faites systématiquement. Parfois Windows va vous dire qu'il pourrait la stocker en attente et puis faire la mise à jour plus tard. Vous dites non, il faut qu'il fasse les mises à jour au fil de l'eau, de sorte à ce qu'elles ne viennent pas s'entasser et se mettre en file d'attente
pour qu'au redémarrage de votre PC, vous ayez à patienter plus d'une demi-heure parce qu'il va tous essayer de les faire au prochain redémarrage. Donc faites-les au fur et à mesure des mises à jour. Donc là, on voit que pour appliquer une mise à jour qui est le firmware ici, il a besoin de redémarrer. En attendant, il ne va pas faire les autres. Donc on laisse ça. On va venir voir où est-ce qu'il en est dans les applications ici. Il n'a pas commencé à lancer les mises à jour. Il est bloqué ici. Ok, donc là, c'est bon. Il va commencer à libérer les mises à jour. Donc, on va laisser faire les applications. On se retrouve après, avant de faire le prochain redémarrage. Donc là, au niveau des applications, on fait un petit point. Donc, sur les 14, il en reste plus que 6. Et puis, au niveau du Windows Update, ben, il est prêt pour un redémarrage. Il a commencé à l'installation de la grosse mise à jour. Il est à 44%. Donc là, stratégiquement, on va le laisser finir ici et finir l'autre côté. Et puis ensuite, on va relancer. On voit qu'il nous précise qu'il voudrait bien qu'on redémarre pour appliquer le firmware. Mais on va le faire de façon opportune en une fois qu'il aura fini de télécharger les applications ici. Allez, on le laisse tourner encore, on se reprend après. Très bien, donc ici, on voit que toutes les mises à jour sont faites, des nouvelles applications. Donc ça, on est parfait avec les applications. Ici, redémarrage en attente, mais il est à 90% ici. Donc on va laisser finir les 90% d'installation et puis on va redémarrer une bonne fois pour toutes pour tout le monde. Ok, donc là on est prêt à redémarrer, tout est en redémarrage et en attente, donc on va lancer le redémarrage maintenant. Donc ici, petite explication sur l'histoire des firmware. Les firmware, donc, ce sont des mises à jour du logiciel qui est soit sur la carte mère, soit dans le BIOS, soit sur le chipset de la carte mère. Donc en fait, ce sont des mises à jour de composants internes à la machine, pas juste des mises à jour de logiciels pour des applications ou des composants externes, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à la carte mère ou aux composants profonds qu'il y a sur la carte mère. Donc c'est normal que dans ces cas-là, si vous entendez au bruit, vous allez entendre le PC s'est mis à souffler, à ventiler un peu plus fort, et c'est normal que ça dure un certain temps, et puis on peut avoir la sensation que c'est figé comme ça, mais surtout, il ne faut surtout pas éteindre ou bloquer la mise à jour pendant qu'elle est en train de se faire sur les firmware, parce que là, vous allez vous retrouver avec un système coincé entre deux états, et il va falloir complètement tout réinstaller. Donc il faut prendre son mal en patience et laisser faire jusqu'à la fin. On n'a pas beaucoup d'indications sur ces mises à jour dans leur progression. Souvent le PC en plus est obligé de s'éteindre et de redémarrer. Et à part le petit message ici qui nous dit veuillez patienter pendant que l'on installe la mise à jour, on n'a strictement rien. Et on voit que ce n'est pas une mise à jour Windows parce qu'on n'a pas le chenillard ici qui est en train de tourner. On a le logo Acer et on a ça qui est en place. Alors vous allez trouver ça chez HP, Acer, Asus, etc. sur toutes les marques d'ordinateurs, hein. C'est mises à jour de firmware, mais c'est vraiment des mises à jour un peu spécifiques qui ne sont pas liées uniquement à Windows, mais qui sont liées aux fabricants, aux composants internes de la machine. Donc il faut être très prudent avec ça, ne pas perturber le processus jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à la fin. Donc on va le laisser faire gentiment et on se reprend juste après. Alors je vous reprends encore, là le firmware est arrivé en fin d'installation et puis le PC s'est éteint mais il n'a pas redémarré. Donc dans ces cas-là, on va surtout pas le redémarrer tout de suite, on va attendre qu'il se redémarre tout seul. S'il ne le fait pas au bout d'une dizaine de minutes, ce qui me paraît être un délai plus que raisonnable, faut qu'il mette à jour tout ça, on va le redémarrer nous-mêmes en appuyant sur le bouton pour l'allumer. Donc là, on le laisse encore comme ça éteint, 2-3 minutes, hein. Peut-être pas 10 minutes, mais 2-3 minutes. Et si jamais je vois qu'il ne redémarre pas tout seul, parce qu'il aurait dû en principe redémarrer tout seul. Donc si je vois qu'il ne redémarre pas tout seul, je vais appuyer pour l'allumer. Donc là, j'ai touché à strictement rien et vous voyez qu'au bout de 2 minutes exactement, il s'est rallumé tout seul. Donc ça veut dire que si j'avais essayé de le rallumer moi-même,
alors qu'il était complètement noir, ben, en fait, j'aurais perturbé le processus et ça aurait posé un problème. Donc il faut vraiment, je le répète, être très attentif sur cette histoire d'installation, de mise à jour de firmware. Il faut vraiment laisser tout le processus se faire jusqu'au bout tout seul et ne pas intervenir. Ok, très bien. Donc là, le système a redémarré après la mise à jour. On va revenir dans Windows Update et puis on va voir ce qui reste comme mise à jour à faire. Donc je reviens dans Paramètres. Mise à jour et sécurité. Et Windows Update. Voilà, donc on a cette mise à jour facultative dont il nous parle ici. Donc on va cliquer télécharger et installer pour qu'il lance cette mise à jour également. Allez, on la laisse se dérouler comme il faut et puis ensuite on se reprend juste après. Ok, donc on voit qu'il est en train de faire la dernière mise à jour qui est ici. Il est à 20%. Donc, dans les options avancées ici, c'est ici qu'on a les mises à jour facultatives. Donc, si vous ne voyez plus de mise à jour facultative proposée, c'est qu'il n'en a plus, donc que le PC est à jour. Pendant ce temps qu'il fait la dernière partie de l'installation, je vais vous montrer dans une partie, je vais vous montrer comment on peut faire pour supprimer les logiciels qui s'appellent des bloatware qui ne servent pas au Windows. On se voit tout de suite dans cette partie. Très bien, donc là nous allons redémarrer l'ordinateur puisque ici on voit que la dernière mise à jour a été faite. Donc on clique sur redémarrer. Ok, donc là, le PC a démarré. Donc ce qu'on va faire, je vais vous basculer sur un écran plus agréable et puis on va poursuivre la finalisation de l'installation. Ok, donc là, on est sur notre PC. Donc si on vient contrôler dans Windows Update, en principe, toutes nos mises à jour sont faites. Donc vous voyez, voilà, toutes nos mises à jour sont faites, les mises à jour Windows et les mises à jour facultatives. Et si on vient contrôler également dans les applications, le Microsoft Store, voilà, si on va dans Bibliothèque et puis qu'on fait obtenir les mises à jour, on va voir qu'on a toutes nos mises à jour qui sont également faites. Donc ça nous permet de clôturer la partie sur les mises à jour et la mise en service. Maintenant, je vais vous montrer quelques réglages que je fais et quelques logiciels que j'installe, quelques utilitaires, et aussi également dans l'ergonomie de Windows, donc des petits réglages que je configure. Pour pouvoir, voilà, donc on nous dit tout est à jour ici. Donc maintenant dans cette partie, nous allons voir les réglages à faire pour configurer Windows pour qu'il soit opérationnel tel que moi je le fais, sans être trop intrusif dans
l'usage qu'en fera l'utilisateur final. Donc première chose ici, je vais venir supprimer ce qu'on appelle les bloatware, qui sont tous les utilitaires Windows que l'utilisateur ne risque pas d'utiliser. Et si jamais il veut les utiliser, il pourra toujours les télécharger, mais au moins que ça ne pose pas de problème. Donc venez ici dans Démarrer. Donc LinkedIn par exemple, je vais cliquer bouton droit désinstaller. Office 365, je vais cliquer bouton droit, je vais désinstaller parce que en fait c'est une version d'évaluation du pack Office et qui va contraindre après et pousser l'utilisateur à acheter la version définitive. Donc s'il veut l'acheter, il pourra toujours aller sur le site de Microsoft pour le faire, ça ne sert à rien de semer la confusion. Ensuite ici je vais cliquer bouton droit pour détacher du menu démarrer tous les applicatifs Microsoft. Le Microsoft To Do, là aussi je vais le désintégrer du menu de démarrage. Le courrier ici, pareil, il faut un compte et il faut l'associer à un compte Microsoft ou sinon associer son identifiant, son mot de passe de messagerie. Et ça, je préfère que l'utilisateur le fasse tout seul, donc je le désépingle. Spotify, pareil, là je désinstalle carrément. C'est un contrat qui est passé entre Microsoft et Spotify. Donc les gens sauront où trouver Spotify s'ils ont besoin. Donc je reviens dans le menu de démarrage. Donc ici, je vais déplacer ça. Vous voyez que c'est un peu mal placé, le Microsoft. Voilà, je vais le mettre comme ça. Film et télé, ça on peut garder. Donc voilà pour les bloatware. Alors c'est pas terminé. Ici dans la liste, le Game Bar System. Alors là, je peux pas l'enlever comme ça. Donc c'est bon. Alors par contre, le OneNote pour Windows 10, ça, on peut le désinstaller. Vu le PC, on ne va pas avoir affaire au portail de réalité mixte, de casque. Je ne sais pas pourquoi Microsoft garde ça, alors que c'est très compliqué pour eux, cette histoire. Skype aussi, par défaut, l'utilisateur pourra toujours le mettre. Et la visionneuse 3D, encore moins, pour... les imprimantes 3D, je ne pense pas qu'avec cet ordinateur, il y aura besoin. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé ça, on a fait un peu le ménage dans le Windows. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, j'ai mis pas mal de vidéos sur l'optimisation de Windows. Vous trouverez en fait toutes les astuces diverses et variées pour ça. Nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer mon téléphone portable et je vais regarder comment était configuré le bureau de la cliente. Donc si vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai pris des photos, donc c'est à ce moment là que ça va m'être utile. Donc je vois qu'elle jouait beaucoup au solitaire, ok, et qu'elle avait un raccourci ici. Donc on va terminer la configuration. Alors, elle est passée bien par Edge. On va accepter ici. Et elle avait également le raccourci vers Google Chrome. Donc, on va installer Google Chrome sur le PC. Donc, je mets en service ça. Voilà. Donc, je vais aller chercher Google Chrome. Je dis télécharger. Ensuite, je l'exécute. J'accepte. Alors ici, on va régler le son. Voilà.
Par défaut, comme navigateur, Microsoft préfère que ce soit son navigateur à lui, Microsoft Edge. Donc du coup, il va falloir, si on veut mettre Google Chrome comme navigateur par défaut, il va bien falloir aller le modifier dans les paramètres par défaut. Alors, je vois que la cliente en question n'avait pas mis ça comme logiciel par défaut, donc je ne vais pas lui forcer la main. Je vais juste laisser la possibilité de le faire. Donc je mets ne pas se connecter. Je passe définition par défaut. On accepte les conditions d'utilisation. OK, je suis sur Chrome. Maintenant, le deuxième logiciel indispensable, c'est Acrobat Reader. Adobe Reader pour les PDF. Hein. Donc ça, je le mets moi systématiquement. Il faut savoir que les PDF, sinon, vont être lus par Microsoft Edge. Donc ça fonctionne aussi très bien. Hein. Donc ça, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Donc ici, je vais aller chercher Adobe Reader, la visionneuse. Voilà, activer tout ici et télécharger Acrobat Reader. Voilà, je lance l'installeur. Hop, on peut fermer ça. On accepte. Et on lance l'installation. Et après Acrobat Reader, j'installe VLC, Videolan, sur le site, l'excellent du site open source, donc c'est un lecteur vidéo qui permet de combler les lacunes du lecteur de vidéo de Windows. Donc quand il ne peut pas sur des anciens fichiers vidéo avec des codecs un peu particuliers, Videolan va pouvoir le faire. Pareil, si sur ces anciens PC il y a un lecteur DVD, lecteur graveur DVD-CD, donc on peut lire des DVD et donc dans ce cas-là, ça fonctionne bien avec Videolan. Donc je vais aussi également lui mettre ça. Ici, vous voyez que j'ai OneDrive. OneDrive, c'est le cloud de Microsoft qui va avec la suite Office. Donc ça, je vais désinstaller parce que ça prend de la ressource ici en bas. Donc je vais venir enlever ça. Donc je vais aller dans panneau de configuration. Alors on va réduire ça, cette fenêtre. Je le fais en même temps, hein, c'est pas gênant. Panneau de configuration. Et ici, vous voyez, je vais venir pour Microsoft OneDrive et je vais faire désinstaller. Je dis oui. Voilà, c'est désinstallé. Donc c'est sorti ici de mon menu démarrer. Et là, on va poursuivre l'installation d'Adobe Reader. Par contre, du coup, je vais vous montrer comment le mettre par défaut, Acrobat Reader. Voilà qu'il y avait un fichier sur le bureau. Je vais m'assurer qu'il est toujours démarré. Il est censé s'ouvrir avec photo. Ok, bon, c'est parfait. Ça marche toujours. Alors je vais aller dans le dossier téléchargement où la cliente a ses éléments et je vais voir s'il y a des logiciels. Donc Avast Free Antivirus, donc ça on va en parler tout à l'heure. Donc je ne le mets pas, on voit qu'il y avait eu Chrome d'installer ici si je classe par type. Donc il y avait Chrome installé, Bing Wallpaper comme application. Bon, j'ai pas d'autres logiciels, après c'est essentiellement des documents en PDF justement. Donc là, vous remarquez comment l'ordinateur tourne vite. Et si je viens dans le gestionnaire des tâches, alors qu'il est en train de travailler, vous allez voir aussi la différence par rapport à ce qu'on avait obtenu quand on a fait le test, quand il était encore sur l'ancien disque dur. Donc ici, regardez
Donc le processeur il carbure tout ce qu'il peut hein, parce qu'il est en train d'installer ça, donc ça c'est pas le souci. Ce qui m'intéresse ici, regardez le SSD. Vous vous rappelez que quand on avait été au tout début, le HDD il plafonnait à 100%. Ici notre SSD, il est tout à fait raisonnable, hein. On voit qu'il est voilà, entre 6%, 11%. Tout à fait raisonnable. Donc du coup, performance au démarrage, hein, on va refaire un test tout à l'heure quand tout sera fini. Pour clôturer cet atelier, je vais vous remettre le chrono au démarrage et vous verrez que donc on aura résolu le fameux problème de lenteur de ce PC. Alors j'avais aussi l'histoire du solitaire. Voilà, donc Adobe Reader y est, sur le bureau. J'avais le solitaire aussi, donc là on va venir cliquer ici sur solitaire. Donc cet ordinateur reconditionné avec un nouveau SSD, il est parti pour plusieurs années, hein. La seule chose maintenant qui va faire la différence sur cet ordinateur, si on devait en changer, on ne peut pas changer le processeur évidemment, parce qu'on ne va plus trouver des processeurs pour ces cartes mères, ces anciennes cartes mères, donc on va pouvoir intervenir sur la RAM. Vous avez vu qu'il n'y avait qu'un seul emplacement de RAM, donc on pourra remplacer les 4 par du 8 Go éventuellement. Mais après, voilà, on ne va pas pouvoir faire autre chose. Mais on va dire pour un usage basique, hein, aller sur Internet, faire son administratif, regarder quelques vidéos, etc. Ben, le fait de l'avoir fait passer en SSD, ça va nous donner un confort d'utilisation qui est bon encore pour plusieurs années. Et donc là, à moindre coût, hein, on voit hein, pour un disque dur à moins de 40 €, tout le reste de ce qu'on a fait étant gratuit, hein, juste des connaissances à appliquer. On voit que voilà, on peut repartir sur un ordinateur neuf, avec un nouveau système, avec des mises à jour propres, etc. Donc ici, on va lancer Adobe Reader pour la première fois. Et surtout, on va l'associer comme étant l'application par défaut pour ouvrir les PDF. Donc je ferme la page derrière. On va réduire ça pour l'instant. Voilà, donc ici, je vais baisser mon portrait pour que vous voyez. Voilà, ici on a par défaut, donc on va cliquer par défaut pour qu'il soit pris comme navigateur par défaut. Voilà, et puis ici on va choisir Adobe Reader comme par défaut et on va mettre OK. Voilà, maintenant si on ouvre un PDF, ça va s'ouvrir automatiquement avec Reader. Donc vous vous rappelez, je pense que cette personne a plein de PDF dans son... Voilà, ici, donc vous voyez le logo a changé, et si je clique 2 fois sur Média, ici par exemple, on va voir que ça va s'ouvrir automatiquement avec Adobe Reader. Voilà. Ok, donc on est bon pour Adobe Reader pour les PDF, et puis maintenant on va finir avec VLC, comme je vous disais, donc on va revenir sur Google Chrome, et on va taper VLC. Ok, donc ici je vais taper VLC, je valide, je vais sur videolan.org qui est le site officiel de ce lecteur et je vais cliquer ici télécharger VLC. Il va me proposer la dernière version, vous allez voir que ici on a un timer avec dans quelques secondes, il va nous déclencher voilà, le téléchargement de la dernière version. Une fois que c'est fait, on clique dessus pour l'installer, on accepte par oui.
Voilà, ici on dit OK. Suivant, 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 installer. Voilà, pendant qu'il fait ça, on va débrancher le câble RJ45. Maintenant, on n'a plus de mise à jour à faire, donc on n'a plus besoin de le brancher en câble réseau. Il peut très bien fonctionner avec la connexion Wi-Fi. Donc, on va venir chercher ici la connexion Wi-Fi pour le brancher en Wi-Fi. Donc il est branché à la connexion Wi-Fi ici. Attendez, je bouge ça. Voilà, donc il est branché à la connexion Wi-Fi. Maintenant, j'ai enlevé le câble. On va lancer, on va faire fermer pour qu'il lance VLC. Et là, il y a juste ça, il faut faire continuer. Et puis ensuite, on peut fermer. C'est bon, VLC est installé. Donc on va enlever les deux raccourcis parce que ce n'était pas initialement sur le bureau de la dame. Voilà, comme ça, elle retrouve son environnement de travail. Ici, elle a son solitaire. Ok, on est plutôt pas mal. Moi, je suis satisfait de ce reconditionnement. On a un PC qui fonctionne très bien. On va l'éteindre et puis on va faire le test pour finaliser. Juste un test pour le démarrer pour voir ce qu'il en est. Alors évidemment, on pourrait, si c'était mon propre PC, je ferais bien sûr plusieurs paramètres supplémentaires pour l'optimiser aux petits oignons pour moi. Mais là, pour un PC standard, c'est largement suffisant sur Windows 10. On va se remettre notre chronomètre. Voilà. Et puis on va lancer le démarrage. Allez, c'est parti. Voilà, donc un démarrage à 50 secondes, donc moins d'une minute. Pour moi, c'est un bon PC. C'est un PC qui va donc être... allez, j'arrête ça. C'est un PC qui va donc être très performant pour un usage quotidien. Il démarre en moins d'une minute, une petite minute à peu près. C'est largement suffisant et on a un PC qui est correct. Et là, on a récupéré les données. Donc l'objectif, c'était de passer d'un PC très lent à un PC qui fonctionne rapidement. Eh bien, l'objectif est atteint donc avec cette méthode. Allez, c'est la fin de cet atelier. Donc, on a vu toutes les différentes étapes pour arriver jusqu'au résultat final. Je vous invite à passer aux prochains ateliers pour pouvoir voir sur une installation sur Windows 11. Et puis, on va fonctionner autrement pour la récupération des données, mais on va suivre exactement les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'ici, la récupération des données, on va brancher le disque dur de la cliente sur un adaptateur USB IDE SATA pour pouvoir le récupérer sur un autre PC pendant qu'on gagne du temps pour pouvoir remonter la machine. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans le prochain module de la formation.